Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le vrai démarrage d'une nouvelle semaine après un week-end prolongé, quand bien même les marchés européens étaient ouverts hier. Ce sera l'heure de la réouverture pour les marchés anglo-saxons et américains notamment cet après-midi, avec la lumière au bout du tunnel dans la séquence du relèvement du plafond de la dette aux États-Unis. Un compromis bipartisan a été trouvé, un texte a été trouvé entre démocrates et républicains. La prochaine séquence sera celle du Congrès, avec une série de votes attendus dans les prochaines heures et les prochains jours. Demain, la Chambre des représentants se prononcera sur ce texte bipartisan qui prévoit un relèvement du plafond de la dette américaine jusqu'au 1er janvier 2025, permettant ainsi d'enjamber les prochaines élections, la prochaine élection présidentielle de novembre 2024. Derrière ce compromis, il y a évidemment un plafonnement en matière de dépenses budgétaires et un plancher mis également en termes de baisse d'impôts. Le texte sera donc soumis, je le disais, à un vote de la Chambre des représentants dès demain au Congrès américain. Parmi l'actualité politique du week-end, de ce week-end prolongé également, le marché retient bien sûr la réélection de Recep Tayyip Erdogan en Turquie, avec un affaiblissement de la lire turque aujourd'hui, proche de ses plus bas historiques contre dollar. On est à plus de 20 lires contre dollar sur la devise turque ce matin. Et puis l'autre événement, surprise, lui également, c'est le déclenchement d'élections anticipées en Espagne pour le 23 juillet, quand ces élections législatives étaient programmées initialement pour le mois de décembre, après la lourde défaite accusée par le PSOE, le Parti socialiste au pouvoir en Espagne, lors des élections locales et régionales qui se sont tenues le week-end dernier. Pedro Sánchez joue donc un kit ou double en déclenchant ces élections anticipées pour le 23 juillet, une période qui coïncidera également avec la présidence tournante de l'Union européenne pour l'Espagne, et donc un sujet qui pourrait se retrouver également au niveau européen très directement. L'Espagne qui a livré par ailleurs ce matin sa première estimation d'inflation pour le mois de mai. Nous aurons tout au long de la semaine les estimations d'inflation en zone euro pour le mois de mai, avec l'inflation zone euro attendue en milieu de semaine. Pour l'Espagne, c'est plutôt un tableau assez significativement en amélioration qui se dessine, puisque l'inflation sur un an en Espagne, mesurée de manière harmonisée en Europe, tombe sous les 3% au mois de mai. Voilà donc pour la toile de fond de ce début de semaine sur les marchés. Dans ce contexte, nous parlerons également de stratégie d'allocation d'actifs avec la présidente de Generali Wealth Solutions, Alessandra Gaudio, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, les éléments de marché qui font l'actualité en ce début de semaine. Nous en parlons avec Juliette Cohen, qui est avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, l'un des éléments d'actualité qui marque ce début de semaine, c'est cet accord en vue sur un relèvement du plafond de la dette américaine. Nous avons sur la table un texte bipartisan qui va être soumis au vote des deux chambres du Congrès dans les prochains jours. Juliette, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être du contenu, de la substance qu'on comprend dans ce compromis et des impacts macroéconomiques et de marché éventuels? Alors, c'est vraiment un texte de compromis. Donc, il relève le plafond de la dette jusqu'en janvier 2025. Il n'y a pas d'augmentation des dépenses discrétionnaires non militaires pour l'exercice fiscal 2023-2024, et une augmentation qui est limitée à 1% pour l'année suivante. Et ça touche notamment toutes les dépenses liées à l'administration fiscale, qui devaient être en hausse de façon assez significative et qui seront assez directement impactées, puisqu'elles n'augmenteront que marginalement. Alors, il n'y a pas de limite sur les dépenses militaires, il n'y a pas non plus d'encadrement de l'IRA, le texte phare de l'administration Biden, et les républicains ont obtenu un conditionnement de certaines aides sociales, notamment par exemple l'aide alimentaire qui sera accordée si on montre qu'on a travaillé dans les semaines précédentes. Et puis
il faut aussi noter la fin du moratoire sur les prêts étudiants et qui prendra fin en août. Est-ce qu'il y a dans ces éléments, sur le plan macroéconomique, Juliette, des impacts à attendre, ou est-ce que, au final, ce compromis reste marginal en termes d'impact macroéconomique pour la trajectoire de l'économie américaine des 2 prochaines années ? Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'impact macro significatif. Déjà, ça touche que les 2 prochaines années et non pas les 10 prochaines années comme le souhaitaient les Républicains. Et puis, selon une estimation du New York Times, c'est 55 milliards de dollars de baisse des dépenses en 2024. Ça représente 0,2% du PIB. Donc, c'est pas de nature à modifier la trajectoire de croissance. Une des conséquences importantes de ce relèvement du plafond de la dette, j'avance un petit peu le calendrier, on verra évidemment ce que donnent les votes aux chambres des représentants et au Sénat, au Congrès. Juliette, une sortie de route en dernière minute est toujours possible, mais si on se projette au-delà, le plafond de la dette relevé va permettre au Trésor américain d'émettre et de réémettre de manière massive sur les marchés obligataires. C'est ce qu'il faut comprendre. Oui, tout à fait, parce que on a atteint le plafond de la dette à mi-janvier. Il y a eu très peu d'émissions au cours des derniers mois. Donc, c'est 500 à 600 milliards de dollars d'émissions de T-bills qui vont avoir lieu dès que l'accord sera signé, en quelques semaines uniquement. Et je lisais une estimation sur l'ensemble du 3e trimestre, c'était 1000 milliards de dollars de T-bills qui seront émis au global. Donc, c'est colossal. Sachant qu'une partie de cette liquidité va être utilisée par le Trésor américain pour reconstituer son compte courant auprès de la Réserve fédérale américaine. Juliette, ça paraît un peu technique, mais ça veut dire que cette liquidité-là, elle va être bloquée et que le marché, lui, va devoir encaisser un choc de liquidité négatif supplémentaire. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est le marché qui va devoir absorber cette liquidité supplémentaire. On le voit d'ailleurs, ça a provoqué un peu une certaine. On a un mouvement quand même de hausse des taux qui est assez significatif sur la période récente, et c'est en lien avec ce mouvement à venir. Concernant la politique monétaire, Alessandra, une fois le plafond de la dette relevé, on y verra plus clair dans les prochains jours, le marché va être totalement focalisé sur les prochaines réunions de politique monétaire qui vont se dérouler mi-juin pour la BCE le 15, mais surtout pour la Réserve fédérale américaine les 13 et 14 juin prochains, qui devait être un meeting de pause, Juliette, et semble-t-il que ça pourrait ne pas être le cas. Oui, tout à fait, parce que la pause était vraiment attendue à l'issue du dernier comité. Mais quand on regarde les derniers chiffres macro américains que l'on a eus, on a une croissance au premier trimestre qui a été revue à la hausse. Les données qu'on a eues la semaine dernière sur les revenus et les dépenses de consommation, ainsi que les indicateurs d'inflation, le PCE et le corps PCE, qui sont des indicateurs qui sont particulièrement suivis par la Fed, laissé quand même entendre que la consommation tenait plutôt bien, que la désinflation n'était peut-être pas aussi rapide que ce qu'on pouvait espérer. Et puis on a eu aussi beaucoup de discours assez hawkish de membres de la Fed. On a eu les minutes aussi de la Fed la semaine dernière qui montraient qu'il y avait vraiment un débat qui se tenait au sein du comité entre des membres qui souhaitaient faire une pause et puis d'autres qui étaient pour poursuivre le resserrement monétaire. Donc, c'est vrai qu'on a eu un peu un repricing de marché. Et maintenant, on a une hausse qui est quasiment pricée pour juillet. Et puis pour juin, la question est en suspens. On est à mi-chemin, en fait. Qu'est-ce qu'effectivement le marché anticipe désormais de la trajectoire de la politique monétaire pour la Réserve fédérale américaine, au-delà du prochain meeting? Est-ce que le marché est toujours tenté par l'idée d'intégrer des baisses de taux assez rapides, après peut-être une dernière hausse de taux de la Fed devant nous? Juliette, comment la courbe a évolué de ce point de vue-là?
Alors les baisses de taux ont été un peu repoussées dans le temps. Elles interviendraient plutôt au quatrième trimestre 2023, si on en juge le pricing de marché. Et évidemment, on a beaucoup de volatilité. On est face à une Fed qui est très data dépendante, et évidemment le marché réagit à toutes les données entrantes, et les prochaines données d'inflation et puis aussi les prochaines données sur le marché du travail qu'on aura en fin de semaine seront importantes. Qu'est-ce qu'on peut dire effectivement de la dynamique du marché du travail avec toute une série d'indicateurs, alors plus ou moins fiables d'ailleurs, Juliette, on est dans un moment où quand même beaucoup d'économistes, d'investisseurs se posent la question de la fiabilité de différents indicateurs. Quels sont les indicateurs peut-être les plus fiables en la matière pour juger de la tension ou de la détente qu'on peut observer sur le marché du travail américain ? C'est vrai que dans plusieurs domaines, on a des données complètement contradictoires sur les tendances. C'est vrai pour la consommation, c'est vrai aussi pour le marché du travail. On a aussi des révisions qui sont d'une ampleur qui est assez inhabituelle. Sur le rapport sur l'emploi, on sait qu'il y a quelques limites à cette enquête. On regarde aussi beaucoup les ouvertures de postes. C'est aussi un chiffre qui a son importance. Bon, on aura effectivement les créations d'emplois pour l'ensemble de l'économie américaine. Ce vendredi, il y aura les données ADP évidemment auparavant, mais en ce qui concerne les NFP, Non-Farm Payrolls, on attend peut-être un chiffre de création d'emplois en dessous de 200 000, avec un taux de chômage qui resterait particulièrement bas, autour de 3,5%, attendu en tout cas par le consensus des économistes. Le rapport américain sur l'emploi sera publié ce vendredi à 14h30 pour le mois de mai. En termes de dynamique de marché, Juliette, ce qui marque un peu les esprits dans la séquence récente, c'est la fermeté du dollar. Alors le dollar qui a beaucoup baissé évidemment ces derniers mois, contre euro, je rappelle qu'on vient de sous la parité à l'automne dernier, 0,95. On est remonté jusqu'à 1,10, 1,11, et puis depuis quelques jours, on voit quand même plutôt le dollar rebondir légèrement jusqu'à moins de 1,07 ce matin sur la parité euro-dollar. Juliette, comment comprendre ce mouvement du dollar aujourd'hui ? Alors, le mouvement du dollar, il est quand même en lien avec le différentiel de taux entre les États-Unis et l'Europe, en lien aussi avec les discours plus durs des membres du FOMC. Et nous, on maintient l'idée à horizon 3 mois plutôt d'une appréciation de l'euro par rapport au dollar dans notre scénario central. Bon, 1,07, c'est le niveau qui est défendu aujourd'hui par les investisseurs. On a vu la parité euro-dollar basculer brièvement sous ce niveau avant de se ressaisir à mi-journée. L'euro-dollar tourne autour de 1,07 $. Merci beaucoup Juliette. Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Poursuivons cette discussion sur le plan des marchés, de la stratégie d'investissement et de la stratégie d'allocation d'actifs pour le compte de clients particuliers avec Alessandra Gaudio, qui est la présidente de Generali Wealth Solutions. Bonjour et bienvenue Alessandra. Bonjour Gaudio. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler marché, mais parlons quand même de la création de Generali Wealth Solutions, qui est une jeune société de gestion dans le paysage de l'industrie, Alessandra, puisque la société, alors affiliée Generali évidemment comme son nom l'indique, a été créée en 2020. Quelles ont été les réflexions à l'époque qui vous ont amené à la création de ce pôle Wealth Solutions pour Generali, et quelle est la proposition de valeur, comme on dit, que vous avez voulu apporter à l'industrie en 2020? Bien sûr. Grégory, l'idée est simple, celle d'accompagner nos réseaux, nos partenaires et leurs clients dans la mise en œuvre de solutions patrimoniales qui vont au-delà du simple fonds en euros, en fonction de leurs besoins, de leur profil de risque. Et donc, Generali Wealth Solutions, c'est un architecte de solutions. Et donc, notre idée, notre mission est celle d'installer un nouveau modèle épargne plus riche, plus diversifié, plus durable aussi, et en apportant aussi du conseil, de l'expertise, de la proximité, du service.
Donc c'est ça notre mission, et en faisant ça, après on met en place une allocation dont on pourra parler effectivement un peu tout terrain. Oui, effectivement, tout terrain, c'est le terme qui convient en ce moment. Mais ça m'intéresse beaucoup. Quelle est la typologie de clientèle que vous visez justement? C'est assez large, je crois, tout à fait. Alessandra. Nous sommes capables d'adresser tout type de clients à travers une gamme d'offres qui vont de la gestion pilotée à la gestion discrétionnaire, au fonds dédiés, et donc et produits structurés, on pourra en parler. Et justement, on est capable d'accompagner les réseaux et les partenaires sur tout type de clientèle qu'ils puissent avoir. Et donc, c'est ça notre force. Si on parle des marchés, quelles sont les stratégies effectivement d'allocation d'actifs que vous avez pu proposer à vos premiers clients en 2020 ? C'était un monde un peu différent de celui qu'on connaît 3 ans après, par rapport justement aux stratégies que vous proposez aux nouveaux clients de 2023, Alessandra. Qu'est-ce qui a changé pour vous en matière de construction d'une stratégie d'allocation d'actifs ? Nous sommes capables de s'adapter effectivement au marché, on en parlait tout de suite, mais ce qui est important pour nous, c'est une approche globale, donc une approche qui se base de façon claire et encore une fois simple. Simple pour nous, c'est un mot très important parce qu'on doit être bien compris par les clients, par une approche simple et claire qui est celle de la diversification. En fait, à l'intérieur d'une approche globale, nous portons l'idée d'insérer des actifs qui sont corrélés, plus ou moins corrélés au marché, et donc on l'articule autour d'un triptyque qui est celui assez simple, encore une fois, d'un tiers fonds en euros, un tiers actifs traditionnels dans lesquels on peut trouver des actions, des obligations en fonds, en titres vifs, en totale liberté de choix, c'est-à-dire en architecture ouverte, et après des actifs un peu moins traditionnels, disons à travers des produits structurés, des fonds immobiliers, du private equity, du private debt, des fonds infrastructure. Donc un tiers, justement pour être toujours tout terrain. Et cette enveloppe, ce cadrage, ce triptyque, il était valable en 2020, il reste valable en 2023. Oui, il reste valable parce que de toute façon, ça permet de travailler effectivement les portefeuilles. Et là encore, cette diversification, on doit la comprendre à travers 2 points importants qui sont la première, c'est la sélectivité, et donc être capable, et le suivi aussi de ces supports. Et la sélectivité, c'est être capable d'assurer aux clients le bon produit, la bonne solution, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu value for money, donc, dont on entend parler assez souvent, donc la qualité au bon prix. Et le deuxième point, c'est l'accompagnement, l'explication, la pédagogie, qui est aussi notre valeur ajoutée à côté de nos partenaires et nos réseaux. Donc si je comprends bien, le triptyque est valable et c'est à l'intérieur de ces poches qu'on travaille en fonction des différents environnements de marché et du besoin d'être tout terrain, c'est ça. Exact. Et en fonction aussi des besoins et du profil et de l'appétence au risque de nos clients. Qu'est-ce qu'ils vous demandent, vos clients, aujourd'hui ? C'est quoi les retours de terrain, Alessandra ? C'est quoi les attentes d'un client type de Generali Wealth Solutions aujourd'hui ? C'est important aussi le terrain. Nous, on est beaucoup sur le terrain, donc simple et terrain, c'est 2 mots qui sont importants pour nous, à côté toujours de nos réseaux et nos partenaires. En fait, le retour des clients, et l'attente en fait des clients est toujours un peu la même, c'est-à-dire celle de la protection du capital, à laquelle s'ajoute aujourd'hui la nécessité de protéger aussi vis-à-vis de l'inflation. Et oui. Donc ça, c'est important parce qu'on voit bien la hausse des taux, outre à avoir des conséquences sur les investissements, sur le marché immobilier dont on pourra parler aussi après, aujourd'hui permet effectivement de rémunérer l'épargne de précaution de façon un peu meilleure que dans le passé. Et ça, c'est bien pour une bonne partie des familles. Mais cela ne règle pas la question de l'inflation. Donc, parce qu'effectivement, on doit le dire, il faut raisonner en termes réels, c'est-à-dire après l'érosion monétaire, c'est-à-dire après l'inflation. Donc, même le livret A, qui a eu quand même une collecte très importante
depuis de l'année et qui va se poursuivre, cette collecte probablement, avec un rendement de 3% et une inflation qui reste entre 5 et 6, on voit bien que le rendement est négatif. Donc effectivement, notre rôle, c'est de trouver un rendement, une série de rendements qui puissent aussi accompagner et compenser en toute partie l'inflation. Et donc c'est pour ça qu'on construit une palette de solutions qui vont effectivement des produits structurés, un capital totalement garanti qui aujourd'hui donne des coupons autour de 6%, un produit structuré à capital protégé qui peuvent arriver à des coupons entre 8 et 10 ou supérieurs en fonction de la protection, des fonds immobiliers, des fonds actions. On rappelle quand même que les actions apportent aussi le dividende et on voit bien la générosité aussi dans les dividendes. Et moi j'ai regardé encore récemment une statistique, quand même le CAC dividende réinvesti, c'est-à-dire une fois qu'on a considéré les dividendes, a apporté une montée de 40% dans les 5 dernières années. Ça, il faut se rappeler. Et après, il y a les obligations d'entreprise. Les fonds datés apportent entre 5 et 6% de coupons. Et après, toute la panoplie de non-cotés, donc infrastructure, private debt et private equity. Donc, c'est intéressant d'avoir ce spectre total. Et on est justement là pour accompagner le client pour le mettre en place. Le client, il a cette logique de rendement réel aujourd'hui. Enfin, parce qu'on passe d'un monde où l'inflation était tellement médiocre que le rendement nominal, réel, tout convergeait, il n'y avait pas de sujet. La logique de rendement réel, elle est rentrée dans la tête du client aujourd'hui. Il faut bien l'expliquer. C'est pour ça que j'ai fait ce point aussi entre nous, parce que 3% c'est bien, mais à long terme, et surtout pour construire des projets de moyen-long terme, dont on parle souvent la retraite, il faut construire et il faut être capable de diversifier le risque et donc avoir aussi des rendements différents. La poche d'actifs alternatifs, alors c'est une poche équivalente aux deux autres, dans cette logique un tiers, Alessandra. Est-ce que le client s'y retrouve dans ces produits alternatifs? Alors il y a l'immobilier qui est toujours un produit effectivement star, entre guillemets, en France notamment, plébiscité, mais il y a aussi d'autres types de produits, private equity, infrastructure, etc. Des produits ou des classes d'actifs avec lesquels peut-être que le client des dernières années n'est pas forcément très familier. Quel est le discours, quelle est la ligne de conduite que vous fixez pour le compte de vos clients sur ces actifs réels, ces actifs alternatifs aujourd'hui qui effectivement deviennent centraux, en tout cas des poches importantes dans les allocations. C'est important aussi de voir, comme on disait tout à l'heure, à l'intérieur du tiers, de moduler en fonction de l'appétence au risque et aussi de l'attente de rendement de nos clients. Donc justement, dans ce tiers, il y a des produits structurels, et il y a aussi ces non-cotés qui commencent à devenir intéressants parce que d'abord, il y a un impact sur l'économie réelle qui est important. Donc, c'est un discours aussi qui passe vis-à-vis des clients. Et après, comme vous dites, justement, il faut l'expliquer. Il faut expliquer la nécessité d'avoir un peu de temps devant soi pour avoir effectivement ce rendement. Et après, expliquer que c'est une partie du portefeuille qui peut effectivement porter des rendements intéressants et donc qui fait partie de la diversification nécessaire. Donc, private equity, private debt, fonds infrastructures qui sont articulés aussi autour de la dette et du capital, de l'equity. Et donc, c'est intéressant aussi et qui peuvent être assez réels, le nom le dit, pour faire comprendre effectivement aux clients l'impact et donc le côté réel, concret des investissements. Dans une logique moyen-long terme, on parle d'allocation d'actifs stratégiques pour plusieurs années, pour le compte des clients, Alessandra. L'immobilier, le private equity offre déjà des opportunités là, aujourd'hui, maintenant, ou est-ce que le moment d'opportunité est encore un peu plus devant nous, pour dire les choses, Alessandra? Mais à notre avis, par exemple, sur l'immobilier, le moment d'opportunité viendra plutôt dans la deuxième partie de l'année. On le voit bien, le marché immobilier est passé d'un marché de vendeurs à un marché d'acheteurs. La question est que les acheteurs ne se bousculent pas au portillon, comme on dit, parce qu'effectivement, il y a des conditions d'octroi du crédit qui se sont durcies, il y a la hausse des taux, et donc les échéances des prêts deviennent plus importantes.
il y a des prix encore élevés. Oui. Hein. Ça, il faut le noter. Et après, donc, on le voit dans toutes les statistiques. Donc, moins 26% de ventes en immobilier depuis le début de l'année. Le hausse de taux, donc la baisse de l'octroi des crédits, hein, la baisse la plus importante en 20 ans, moins 45% à un an. Donc ça, il faut le noter. Et donc, effectivement, il y a un peu d'attente sur le marché. Et donc, il y a encore des conditions dans lesquelles on pourra avoir de la volatilité et, disons-le, une potentiel de baisse. Donc, nous, on pensons que ce sera mieux de se positionner dans la deuxième partie de l'année. Mais c'est intéressant parce que, justement, ça devient un marché d'acheteurs. Et donc, nous, on sera là pour acheter au bon moment. Ouais. Effectivement, oui, ça renverse complètement la situation de ce marché immobilier avec des vendeurs qui semblent un peu réticents à ce stade à baisser leur prix. Enfin, il y a quand même ce biais de montée permanente des actifs immobiliers depuis plusieurs années qui marque les esprits de ceux qui veulent vendre aujourd'hui, d'une certaine manière. Surtout dans l'immobilier parisien, on a été mal habitués. Ouais. Mais c'est intéressant parce que nous pensons que dans certaines, justement, on parle d'immobilier, mais il y a des immobiliers. On le sait bien, dans la logistique commerciale, après le résidentiel, après première couronne, centrale, etc. Donc il faut aussi travailler ce momentum-là. Donc on aura des opportunités. Il y a une liste d'incertitudes aussi qui s'allonge. On en parlait encore récemment dans l'immobilier, par exemple commercial aux États-Unis, est très porté par les banques régionales. On sait très bien la difficulté des banques régionales, donc il pourrait y avoir aussi un cercle vicieux qui crée quelques problèmes dans il y a des poches de vulnérabilité identifiées et importantes. Il faut les identifier, les suivre et utiliser aussi ça pour prendre des opportunités sur le marché. Dans quelle mesure les produits structurés sont également des produits intéressants pour protéger son capital, en absolu et en relatif, contre l'érosion de l'inflation également? Quel type de rendement on trouve aujourd'hui sur des produits structurés, Alessandra? Et puis j'ai bien aimé le terme simple que vous avez employé. Il faut un discours simple, et pas simpliste, mais il faut un discours simple vis-à-vis du client. C'est typiquement le genre de produit qui, à un moment dans l'histoire, ont pu paraître un peu trop compliqués, un peu trop sophistiqués, et on pâtit, j'allais dire, de cette image. Mais depuis quelques temps, effectivement, ce sont des produits qui reviennent grandement sur le devant de la scène. Justement, comme vous dites, il faut être simple et pas simpliste. Et en plus, la hausse des taux donne la possibilité aujourd'hui de construire des produits structurés à capital garanti. Ça change quand même la donne. Donc, capital garanti avec des coupons intéressants, comme je disais, au-dessus de 6%. Donc, c'est intéressant pour construire cette diversification à l'intérieur des portefeuilles. Donc, avec des produits structurés, capital garanti 100%, coupons 6%. Et ça aussi pour des réseaux internes, c'est assez intéressant parce qu'on peut commencer à parler des marchés tout en sécurité. Je comprends. Et après, on peut chercher effectivement des produits structurés avec des coupons plus importants si on accepte aussi un peu moins de protection. Donc toute cette construction aussi à l'intérieur des produits structurés peut être intéressante pour porter les clients à commencer à parler des marchés, à les éduquer, parce que ça aussi c'est important. L'éducation financière des clients et la pédagogie, l'explication. Il ne faut pas avoir peur de continuer dans cette explication-là. Il n'y a pas de fatalisme face à l'inflation dans le monde des placements. Prenez vos finances en main. Merci beaucoup, Alessandra. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de Generali Wealth Solutions et justement des allocations d'actifs stratégiques que vous proposez aujourd'hui pour le compte de vos clients. Alessandra Gaudio, présidente de Generali Wealth Solutions, qui est avec nous, l'invité de la mi-journée de Smart Bourse. Voilà pour cette édition. On se retrouve à 17h, bien sûr, en direct sur Bismart.